Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 37. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Sidney Faux. On va faire ça en duo aujourd'hui, Sid, puisque Jean est à quelque part au soleil en train de se faire dorer la couenne. Et on va être obligé de meubler parce que là, ça a été une semaine, encore une fois, spectaculaire. Semaine au cours de laquelle on a eu droit au 8e bilan de saison de l'RMLS chez l'Impact de Montréal. Et très franchement, on va, si tu le permets, se concentrer là-dessus parce qu'il y a plein d'autres sujets sur la planète. Mais là, il y en a beaucoup trop à viser dans ce belle pièce de théâtre d'été indien. Oui. Je vais appeler ça comme ça. Commençons par le commencement. Tu l'as trouvé comment, le bilan? Deuxième question. Non, j'ai essayé en un mot, mais évidemment, il y a tellement de mots qui me sont passés par la tête. Mais je peux dire raté. Si je devais choisir un caractère pour identifier voilà, ce que j'ai ressenti, c'était un exercice qui a été raté, qui est déjà crédit à l'Impact de Montréal de faire cet exercice-là, parce que c'est pas une obligation au niveau de la Ligue de faire des bilans comme... Je te dirais que c'est pas une obligation de le faire 48 heures après ton dernier match non plus, si t'as rien à dire. Exactement. Donc, parce que le Dr Foot, juste pour enchaîner, parce qu'on va prendre des questions qui nous ont été posées au cours des derniers jours, tout au long de l'émission, le Dr Foot nous demandait quel bilan faites-vous du pseudo-bilan? Puis on avait déjà vécu ça dans le passé, des bilans où tu sortais de là en te disant, mais écoute donc, qu'est-ce qu'on a appris? Quel constat ou quel bilan on a fait? On a un peu le même feeling cette semaine. Oui, tout à fait. Puis ce qui est pour moi assez fascinant avec le recul, c'est qu'avec la victoire en championnat canadien, avec quand même les deux bonnes sorties qui ont suivi contre Atlanta, contre les Red Bulls. Tu avais de la matière. Oui, puis il y avait une dynamique qui est restée positive, genre les adieux enfin les adieux, en tout cas, on en reparlera. On va y revenir, là. On va y revenir. Mais comme le dernier match où Piatti a été souligné, donc tout ça, il y avait comme une dynamique... Peut-être aussi la dernière fois où on l'a vu. Peut-être aussi, exactement. En tout cas, nous, on ne l'a pas vu au centre Nutrilet. Puis là, l'idée, c'était qu'on était sur une dynamique qui était positive. Et ce bilan-là nous a une belle piqûre de rappel sur « Ah oui, en fait, c'était vraiment une saison très médiocre. » Et il y a eu selon moi, voilà, une image très très forte par les absences, par le contenu, par la gestion de tout l'exercice qui malheureusement teinte la fin de saison, mais est à l'image en fait dans l'ensemble de la saison de l'Impact de Montréal. C'est quand même particulier qu'au cours de cette campagne-là, tu as eu un début de saison phénoménal sur la route. Après ça, c'était la première fois que tu ne jouais pas au Stade olympique. Nick DeSantis est parti. Rémi Garde a été congédié. Tu as fait un marché des transferts estival qui était, je continue de le penser, là, peut-être que l'an prochain, ça se confirmera, a été intéressant. Un Lassi Lapalainen, qui a fini quoi? J'ai regardé les 5 meilleurs marqueurs de cette équipe-là. Saphir Taider est 1. Après ça, Orji Okonkwo. Le 3e, c'est Lassi Lapalainen. Le 5e, Sid, c'est Zakaria Diallo. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que Lassi Lapalainen, tu es allé le chercher. Boyan aussi. Tu aurais pu revenir. Mais tous ces éléments-là, il n'y a personne qui a été en mesure de revenir dessus parce que c'était Wilmer Cabrera en charge du bilan. Ouais, donc ça, c'est déjà l'erreur originelle qui en fait, nous on était au courant depuis dimanche. À la fin du match, on a des communications qui nous indiquent que Kevin Gilmour ne sera pas présent. Et pour moi, c'est le point de départ. Déjà là, on savait mais dans quoi on s'embarque. Et bien en fait, on s'est embarqué dans du n'importe quoi, puisque Wilmer Cabrera ne peut pas symboliser l'année de l'Impact de Montréal, et ne pouvait pas tout seul assumer ce bilan. Mais attends, parce que là, tu remets bien en contexte à partir de dimanche dernier, mais remettons en contexte aussi à notre arrivée au centre Nutrilet, où on nous dit Wilmer Cabrera est là pour faire le bilan, mais posez pas de questions sur l'année prochaine. Mais là, le gars, il est là depuis 7 matchs. Puis tu peux pas poser de questions sur l'année prochaine. On va lui demander quoi? C'était quoi les critères pour congédier Rémi Garde? Comment ça s'est passé face à York 9 en championnat canadien? Non, exactement. Sachant quand même que son statut n'a pas été répondu à sa présentation. Je pense que la fameuse phrase sur on est tous des intérimaires de Kevin Gilmour fait en sorte que on a envie de savoir quel est le statut. Est-ce qu'il a fait suffisamment pour mériter un autre contrat? Comment il voit son futur? Lui, bon, la chance qu'on a, c'est que ses réponses durent 4 minutes, donc il finit par répondre un peu à tout. Et sa réponse à ça, pour moi, ça résume le règne de Wilmer Cabrera à Montréal.
Ah oui. Quand on lui a demandé, est-ce que tu sais ce qui va se passer dans le futur, Wilmer Cabrera a dit, moi, je suis pas inquiet pour mon futur, je sais ce qui va se passer. Et je te dis, Sid, à ce moment-là, je sais pas pour toi, j'ai fait, hein, elle est là, la bombe. On va se faire dire qu'il revient. Mais non, Cabrera enchaîne en disant, je sais ce qui va se passer dans mon futur, je vais être coach à Montréal ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais là, ce dont j'ai besoin, c'est du repos. Tu comprends quoi de ça? Pour moi, je suis à peu près aussi bien informé en posant cette question-là que je l'étais à l'époque où on demandait est-ce que Rod Fanny va jouer en fin de semaine. Exactement. Plus perdu qu'avant de poser la question. Exactement, c'est très flou. Puis malheureusement, ce flou-là, il part de sa présentation. Il part du fait que Kevin Gilmore avait tout simplement à dire qu'il est là sur du court terme, il est là pour 7 matchs et qu'on reconsidérera un contrat éventuellement. Point. Et à ce moment-ci, à la réponse de son futur, il aurait juste répondu j'ai pas encore rencontré Olivier Renard ou Kevin Gilmore pour discuter de cet aspect. Mais je pense que globalement, je rejoins Dr Foot sur le pseudo-bilan, globalement l'impact dans ces communications est toujours à la traîne, toujours en réaction, pourtant sur beaucoup de questions qui sont assez trivial quand on y réfléchit, et simplement un peu plus de transparence et de proactivité dans la gestion de l'information enlèverait un énorme nuage flou qui entoure beaucoup. Et on va en reparler par rapport à des contrats de joueurs, mais qui c'est récurrent chez l'Impact de Montréal, un flou artistique au niveau de la communication, et pour pas grand-chose finalement, parce que qui serait été choqué de savoir à la base quand Wilmer Cabrera remplace Rémi Garde que c'est juste pour la fin de saison et que en fonction... Et puis à ce moment-là, moi, souviens-toi, je disais, même Wilmer Cabrera va pas s'obstiner là-dessus. D'habitude, ce que tu veux, c'est protéger un entraîneur. Mais Cabrera venait juste d'être congédié 10 jours plus tôt. C'est une opportunité pour laquelle tu lui enlèves de la pression en disant « t'es là jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'on aura une magnifique surprise en bout de ligne, mais c'est pas cette pression-là qu'on te met sur les épaules. On te donne une mission de 7 matchs plus les playoffs. That's it. C'est un contrat à court terme. Tu es un entraîneur de location et on est super content de t'avoir. » Avoir dit ça au départ, c'est fini. Toute la pression du bilan de fin de saison. Mais la question revient, qui aurait dû le faire? Pourquoi tu penses que Kevin Gilmore n'était pas là? En fait, posons-nous cette question-là. Très sincèrement, aucune idée. Parce qu'il a parlé la semaine d'avant, parce qu'il veut se distancer de l'aspect sportif? Ben, ça a été l'argument qui a été avancé, qui pour moi ne tient pas la route. Pas parce qu'une semaine avant, tu as présenté Olivier Renard que ça correspond à faire le bilan, selon moi, financier, corpo. On a déjà parlé à l'émission. Si dans 2 semaines, on apprend que Kevin Gilmore fait un bilan financier. Reprenons l'année passée, la table ronde de Joey Saputo, où en fait, c'était pas tant pour faire un bilan financier de l'Impact que pour nous dire qu'on perdait 11 millions par année, puis c'était en partie dans la cour de la ville qui ne voulait pas ajuster les taxes. Bref, on envoyait un message politique à la ville de Montréal. Ceci dit, on avait quand même eu des données intéressantes sur les transferts. Rappelle-toi, c'est là qu'on avait appris que passe. Tu avais Nick DeSantis du côté de l'Impact et les recruteurs de Bologne qui essayaient de courir après le même gars en même temps sans s'en être parlé. Et c'est ça qui avait déclenché une nouvelle structure de recrutement plus cohérente et unique où là, on communiquait mieux à l'Impact. Pour moi, ça avait eu son utilité. J'avais pas aimé le ton qu'on y avait donné parce que c'était triste, on se plaignait. Mais si Kevin Gilmore était pour dire, dans 2 semaines, je fais un bilan business, est-ce que tu comprends un peu mieux son absence cette semaine? Mais je comprendrais tout à fait. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit annoncé avant. Parce que là, ça sent l'improvisation. Exactement, que ce soit annoncé. Voilà, que dans 2 semaines, tout ce qui concerne les abonnements de saison, comme nos partenariats corporatifs, l'impact de Montréal dans le soccer local, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec Patrick Leduc. Il faut que les gens réalisent, en tant que président, c'est pas nous parler du 4-3-3, genre en point de base. C'est pas ça qu'on demande au président lorsqu'on fait un bilan de saison. Il y a beaucoup de questions qui sont à être traitées et donc simplement l'Impact aurait pu dire que l'aspect on va dire corporatif pour donner un terme sera traité dans 2 semaines, dans 3 semaines après les finales MLS. Aucun problème avec ça. Et là à ce moment-ci, Kevin Gilmore et peut-être d'autres VP ou directeurs seront présents. Très bien. Cabrera n'aurait pas eu plus de réponses, mais au moins on aurait su que c'est pas là que ça va se passer, ça va être au prochain. Tout à fait. Et là, comme je reviens à ce côté de transparence et de proactivité qui, quand on y réfléchit, se reflète sur
beaucoup de dossiers. Le cas de Piatti, je suis désolé, j'en parle tout de suite parce que c'est finalement... Attends, donne-moi juste une petite seconde parce que je veux ajouter quelque chose pour conclure sur l'absence de Gilmore ou le bilan business que tu pourrais faire dans le futur. Tu peux aussi aider dans un bilan comme celui-là ton nouveau directeur sportif à recruter un nouveau coach parce que là, ça n'a jamais été dit officiellement qu'on ne voulait pas payer le montant qu'il y avait dans l'option de Rémi Garde. Ça n'a pas été dit, là. On a parlé des résultats. Il n'y a personne qui a parlé des finances. Mais là, tu vas faire quoi? Tu vas aller recruter un autre entraîneur au même prix que ce que tu allais donner à Rémi Garde? Logiquement, c'est pas ce que tu vas faire. Et là, tu peux, en tant que président, envoyer un message à toute la communauté d'entraîneurs qui seraient intéressés ou qui représentent des candidats potentiels pour Olivier Renard, lui enlever à lui cette pression-là de dire « Hey, on va pas te payer 3 millions, là, mais on a un projet vraiment intéressant parce que tu pars avec une page blanche, on va te donner des ressources, on va investir dans des joueurs parce que Nacho Piatti s'en va. » On y revient, Sid, calme-toi, on va en parler de Nacho Piatti. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une discussion business qui peut avoir des répercussions importantes sur ton personnel sportif aussi. Et c'est là où tu as raison que si tu y penses en amont, ben, en tant que média, supporter, même pour les joueurs qui se présentent là, tu te dis, OK, je comprends. C'est une période tampon en ce moment où on va répondre. Et je reviens au fait que tu n'es pas obligé de le faire 48 heures après le dernier match où les gens n'ont rien à dire. Si Boyan est parti pour l'Europe, ben, il sera parti pour l'Europe, qu'est-ce que tu veux, mais au moins avoir quelque chose à dire parce que là, pour l'Impact, c'était pas le cas. Oui, tu me fais penser que lorsque tu as fait une petite récapitulative de la saison, mais là, tu te comprends que c'était encore moins un bilan de saison qu'on vient de vivre, et c'est souvent le cas à l'Impact de Montréal. Ils ont du matériel, ils ont des tonnes de vidéos, ils auraient pu beaucoup plus contrôler la narrative en parlant de l'ensemble de la saison et de plein de points forts que de la saison de l'Impact de Montréal pour que ça ne devienne pas nécessairement justement la discussion des 36 dernières heures. Et c'est souvent ça avec l'Impact de Montréal et gens comme finalement Piatti, oui c'est important. Comme le cas de Piet, qu'on n'a pas parlé parce qu'il était absent avec l'équipe Canada, oui c'est important. Mais c'est pas plus important que l'ensemble de la saison du club. Même moi, c'est vrai que la raison pour laquelle ils ont fait autant de matchs sur la route, c'est parce qu'ils ne voulaient pas jouer sur le stade olympique et que pour l'organisation, c'est un win parce qu'on voit tous les matchs sur Saputo et qu'il y a plein de choses qu'on peut ramener et nous parler de l'ensemble de la saison. Et là, en fait, comme à souvent, mais on a c'était quoi? C'était la dernière fois, c'était le retard de Drogba, c'était la chicane de Laurent Simon, et puis maintenant, c'est le no-show de Piatti. Donc, c'est malheureux que ce soit ça qui soit la nouvelle d'un bilan d'un club sur une saison. Non, c'est pas normal. Tu parles du début de saison où on ne voulait pas jouer au stade olympique. On va peut-être avoir des questions à se poser parce que là, on attend toujours le calendrier à partir de la saison prochaine. Souviens-toi, au début de l'année, on avait parlé d'un possible terrain chauffant et on avait parlé de l'automne, si je me souviens bien, pour commencer des travaux. Oui, et puis il en a reparlé devant les membres durant la rencontre. Il se passe quoi avec ça? Ben, on n'en a aucune idée. Et c'est pas Wilmer Cabrera qui va y répondre, ni Safir Taider. Donc à ce moment-ci, c'est des questions sur lesquelles... De toute façon, c'est pas Wilmer Cabrera qui va y répondre parce qu'on n'a pas le temps. 6 questions en quoi? 19 minutes? Il y a des réponses substantielles en durée, Monsieur Cabrera. Bon, on va te faire plaisir, Sid. Passons au dossier. Nacho Piatti, pour ceux qui ont vécu les dernières journées sous une roche, parce qu'il y a peut-être Jean Gounel en vacances qui nous écoute puis qui n'était pas sur ses réseaux sociaux ou sur Internet au cours des dernières heures, des derniers jours. Pour vous résumer comment ça fonctionne, on est revenu à une ancienne formule, une formule que j'aime moins personnellement que celle de l'an dernier où on a eu un bilan de Rémi Garde et par la suite, on descendait dans le vestiaire pour avoir accès aux joueurs qu'on voulait bien rencontrer, à qui on voulait bien jaser. Cette année, on est revenu à la formule qu'on avait lors des années précédentes. Donc, Cabrera qui nous a parlé pendant 15-20 minutes? 15-20 minutes. À peu près. Et là, on faisait défiler par groupe de 3 tous les joueurs en partant, théoriquement, des joueurs de premier plan jusqu'aux joueurs qui ont moins joué. En l'occurrence, pour terminer, Karifa Yao qui n'a pas joué du tout et Daniel Kinumbe qui était blessé depuis le mois de juillet à peu près, dans ce coin-là. Et là, avec chaque vague de joueurs qui passe, Nacho Piatti est de plus en plus pas là. Et on pose la question à Patrick Vallée, directeur des communications de l'Impact, qui était en charge de nous annoncer les prochains joueurs à venir. Piatti, es-tu là?
Puis tu parlais de Didier Drogba en 2015 qui s'était pointé pour parler justement après tous les joueurs et après Joey Saputo, Oui. qui s'était adressé à ce moment-là. Tu sais, quand le joueur passe après le président propriétaire, tu disais « Oh boy, il y a quelque chose qui se passe dans le rapport de force entre les deux. » Et là, à la blague, ça commençait à tourner. « Hey Nacho, coudonc, c'est-tu comme Didier Drogba, il va passer après? Est-ce qu'il est dans Baptiste? » Et là, ce qui a commencé comme une blague a tout d'un coup commencé à être plus sérieux avec chaque vague qui passait où Nacho Piatti n'était pas présent, pour qu'on nous annonce finalement que Nacho, comme Elvis, était parti de la bâtisse, pas là pour répondre aux questions, parce qu'on venait de l'informer de l'intention du club, comme Kevin Gilmore l'avait dit au mois de juillet dans son tweet, d'activer, d'exercer son option en vue de 2020. Là, il y a une chose importante à souligner, on ne nous a pas dit que l'option a été exercée. À moins que je me trompe, on nous a dit que le club avait l'intention de l'exercer. Donc, c'est encore de la négociation. C'est pas chose faite. D'abord, on va répondre, Sid, pour, en fait, clarifier quelque chose qui m'est souvent posé comme question. Il y a Gaétan, d'ailleurs, qui la pose sur Twitter. C'est quoi, au juste, une option? L'idée de l'option, on comprend. Tu as un contrat pour 2 ou 3 ans avec des années potentielles en plus au bout de ces années-là. Est-ce qu'elle doit être bilatérale ou est-ce qu'elle peut être unilatérale? C'est là où la question de Gaétan est intéressante parce que là, c'est pas Nacho Piatti qui décide si le club décide de l'activer, de l'exercer, c'est le club lui-même. Oui, tout à fait. Puis, apparemment, qu'il n'était pas nécessairement au courant que le club allait le faire. D'un point de vue, on va rester... Il n'est pas sur Twitter, mais je présume que son agent a dû l'informer au mois de juillet parce que ça avait fait le tour des médias quand Gilmore avait dit ça. Exactement. Il avait tweeté, puis il avait été passé à la télévision pour en parler. D'un point de vue, on va dire très terre à terre, c'est inacceptable qu'un joueur refuse de se plier à un exercice que le club s'est donné. Et je crois qu'on doit quand même reconnaître que Piatti a sûrement fait une faute, quelles que soient les raisons, a fait une faute de ne pas se présenter et qu'il aurait pu se présenter et faire un peu la baboune, ça aurait été compréhensible. Mais en quittant le centre, là tout d'un coup, pour la symbolique, l'histoire prend une autre tournure. On ne peut pas ne faire autrement que penser que cette situation ne lui va pas. Alors que, personnellement, j'aurais cru que l'exercice de l'option, avec le salaire qui y va, oui, c'est une baisse, mais c'est un salaire qui est quand même plus élevé que pas mal toute la communauté. Mais si tu baisses de 400 000, tu es encore à 4 millions. Là. Exactement. Tu n'es pas en train d'enlever 45 000 à Samuel Piette, qui en a 130. Et il n'y a personne dans la communauté de l'Impact de Montréal qui pensait que l'Impact lui aurait donné autant d'argent. Donc, une semaine après que Piatti dise, bluff ou pas, mais qu'il veut rester. Mais je reviens. Ils n'ont pas exercé l'option. Ils menacent. Moi, je ne crois pas pour une scène, une seconde, que l'Impact a l'intention d'y donner 4 millions l'année prochaine. Je le crois pas. Et c'est là où ça devient complexe. Parce que tu as Nacho Piatti la semaine passée qui dit « Si ce n'était que de moi », c'est le vendredi, 48 heures avant son dernier match potentiellement, puis quand on regarde le fait que tu le retires, c'est quand la dernière fois que tu as vu l'Impact de Montréal sortir Nacho Piatti à la 85e, quand il n'y a pas de raison de l'épargner physiquement? Non, jamais. Bon, fait que tout disait... Puis voir tout le staff l'embrasser. Clément Diop qui part de sa surface de réparation pour l'embrasser au milieu du terrain. C'est quand la dernière fois que tu as vu un gardien faire ça juste parce qu'un gars sort en fin de saison? C'est jamais arrivé. Tout disait, c'est le dernier match de Nacho Piatti. Après que Piatti lui-même, 48 heures plus tôt, ait dit « Si ce n'était que de moi, je serais ici en 2020. » Donc là, une couple de jours plus tard, quand on annonce que tu exerces l'option, tu devrais être en train d'ouvrir le champagne. Oui. Et finalement, Nacho Piatti part. Et c'est là où Simon Limoges nous pose la question avec les informations de Georges Larac, collègue à la radio au 91.9 Sport, à qui j'ai eu l'occasion de jaser hier, qui avait des informations intéressantes. Simon demande, l'Impact devrait-il juste laisser Nacho Piatti partir gratuitement? En gros, là, pour résumer, Georges disait que Nacho Piatti, là, ça fait un bon moment que tout le monde sait qu'il veut quitter, qu'on savait que c'était son dernier match, que ça avait à quelque part froissé Piatti, qui lui aurait aimé quelque chose de un peu mieux ficelé. Bon, c'est pas les premiers adieux bâclés chez l'Impact de Montréal, mais quand même, quand tu regardes ce qui avait été fait pour Patrice Bernier, même si c'était pas Totti à la Roma,
c'était quand même... non, c'était très très bien, puisque c'était aussi une manière de masquer une saison 2015, hein, comme, il me semble, assez catastrophique. Donc les adieux de Bernier, ils ont duré 5 matchs. Comme à chaque fois, il y avait des petites cérémonies pour nous faire un peu oublier ce qui se passait sur le terrain. Donc non, c'était quand même à la hauteur de Patrice, puis c'était très correct. Là, c'était un peu improvisé. D'ailleurs, je trouvais, d'un point de vue football, moi j'ai beaucoup aimé parce que le fait que ce soit le public qui veut souligner Piatti et non juste une toile c'était Issei Nakajima Farhan qui mettait des toiles à chaque fois que quelqu'un partait. Pour Divayo. Donc non, genre comme c'était quand même assez émouvant. Peut-être on aurait pu c'est émouvant, mais le lendemain, dans les bulletins de nouvelles, la question c'était est-ce que c'était son dernier match? C'est ça. Et non, mais c'est vrai. Et puis par rapport à son discours, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, enfin, dans le discours, dans l'attitude du club à ce moment-là, et puis après au niveau du bilan, mais il y a une suite d'incohérences. Mais c'est ça. Mais laisse-moi juste conclure sur les propos de Georges qui disait, donc, il voulait partir, et là, ce que tu te demandes, c'est quand il a parlé vendredi dernier, est-ce qu'il n'a pas oublié de dire, si ce n'était que de moi, je resterais à Montréal, mais il y a ma famille en Argentine que je dois entrer dans l'équation. L'autre élément que Georges a amené sur la table, c'est celui d'une promesse, et là, ça devient intéressant, qui aurait été faite par le club à l'époque où Nick DeSantis était là et s'occupait de la relation entre l'Impact et Piatti ainsi que son agent, comme quoi, vu que Piatti est arrivé gratuitement, on allait lui permettre de quitter gratuitement. On revient à la question de Simon qui dit est-ce que c'est exactement ce qu'on devrait faire? Parce que là, ce qu'on présume, c'est que l'Impact veut passer à la banque en étant capable de capitaliser sur un transfert potentiel de Piatti vers l'Argentine. Laisse-moi te lancer une balle courbe. Si Piatti, Nick DeSantis, là, c'était un gros élément pour l'amener, mais aussi un élément d'attache pour Piatti et son agent envers l'Impact. Est-ce qu'il y a un lien d'appartenance qui a été brisé? Mettons que Piatti dit « OK, c'est beau, je m'en vais, j'ai terminé. » L'Impact le laisse partir, puis il débarque ailleurs en MLS. C'est possible, mais en même temps, c'est pas non plus le scénario que... Je comprends, mais Nacho Piatti a négocié fort depuis son arrivée. Souviens-toi, tu as vu ça combien de fois dans ta vie? Un club qui signe un joueur, puis qui dit « Finis-la, ta Champions League, ta Copa Libertadores avec ton club. » Mettons que Piatti s'était cassé une jambe à l'époque avec San Lorenzo. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment ça, c'était la première chose. Dans le contexte, oui. Avant même d'arriver ici, il avait dit Montréal, ça va être un tremplin extraordinaire pour moi. Ça va être intéressant. Il n'était même pas arrivé qu'il repartait déjà pour jouer à New York. Vers New York ou LA. Après ça, il est sur le terrain du Stade Saputo avec le micro en 2017 et il dit il me reste 10 matchs, ce qui était factuellement faux parce qu'il y avait un contrat jusqu'en juillet prochain. Finalement, ça avait mis de la grosse pression sur Joey Saputo. Tu sais, Nacho Piatti, il n'y a personne qui a un mot de travers à me dire sur ce gars-là depuis son arrivée à Montréal. Maintenant, quand c'est venu le temps de négocier, son agent, puis les gens qui l'entourent ou qui le conseillent, peut-être lui-même, peut-être qu'il devient une autre bête au moment où ça devient une conversation d'affaires, mais le club, est-ce que ça se peut qu'il se soit protégé en disant « Oui, tu peux partir » ou « Oui, on va te transférer pour très peu vers l'Argentine, mais fais-nous pas un coup pour t'en aller ailleurs en MLS » là. Dans ce sens-là, oui, c'est plus... C'est possible que ce soit dans ce sens-là que le club le voit, parce que selon moi... Le seul problème que je verrais là, c'est pourquoi vous ne le dites pas. Bon, déjà, c'est tellement simple. Non, exactement. Et tout le monde apprécierait ça. Là, on a l'air de tenir Nacho Piatti en otage. Oui. Et puis j'ajoute dans les négociations la partie où quand Nacho marquait des buts, montrait les oreilles. Et qui c'est vrai que... Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Au niveau des négociations, c'est vrai que Piatti, il joue souvent le hardball, mais en même temps, ce que j'apprécie avec Piatti, c'est que quand il a eu son augmentation de salaire pour le mettre au niveau où il doit être dans la MLS, il connaît après derrière sa meilleure saison. Ouais. Donc on voit quand même le personnage. Maintenant, sur cet aspect, moi ce qui me dérange, c'est pour la question de Simon, gratuitement. Il a 35 ans. Enfin, si on souhaitait faire une plus-value avec Piatti, ce qui arrive très rarement comme la trentaine passée, on ne l'aurait pas re-signé. Je dis, c'était il y a 2 ans que cette plus-value aurait pu se faire avec Piatti. Ouais. Aujourd'hui, c'est un non-sens de croire que sans Lorenzo va mettre plus d'1 million sur Piatti. Mais pourquoi tu menaces d'activer l'option? Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Parce que je reviens au fait, là, puis t'es pas obligé de partager mon opinion. Moi, je ne crois pas que l'Impact veut ramener Nacho Piatti l'année prochaine, veut payer 4 millions pour lui. J'achète pas ça. Donc, pourquoi tu menaces d'exercer l'option? Si tu es prêt à le laisser partir gratuitement. Mais là, à ce moment-ci, genre, comme je reviendrai sur ce que je t'avais dit en podcast il y a quelques mois sur pourquoi je pense que Piatti va rester, tout simplement parce qu'il n'y a pas de plan B. Et que là, on est encore dans une situation où, à défaut de savoir. Mais là, il vient de quitter le stade. Là. Oui, c'est vrai. Là, il est parti. Là. Le gars, tu lui as dit, tu reviens. Puis il était fâché, il est parti en catimini par la porte d'en arrière. Tout à fait. Après on a vu aussi... C'est ce gars-là que tu veux sur le terrain? On avait aussi vu... Non, parce que là, tu amènes un point très intéressant. Puis genre, comme j'allais faire la transition, on a aussi vu Didier Drogba marcher avec Abramovich, puis revenir. Mais, comme je fais écho à ton dernier texte, il était là de corps, mais pas d'esprit. Donc là, pour moi, la question de Simon, c'est pas nécessairement partir gratuitement ou pas. Ça, c'est finalement, ça a peu d'importance pour un joueur de 35 ans et plus. C'est, est-ce qu'on veut... absolument garder un joueur qui ne veut pas être là. Puis dans le foot, l'histoire du foot, c'est très rare quand même que on arrive à tirer le meilleur d'un joueur qui ne veut pas être là. Donc à ce moment-ci, si Piatti veut partir, mais qu'on le laisse partir, c'est pas l'argent... Ouais, mais pour où? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement un capital de sympathie pour Nacho Piatti, il y a tellement une méfiance pour une gestion boboche de ces dossiers-là du côté de l'Impact qu'on se dit juste, Nacho Piatti a rien fait, pauvre gars, vous le gérez tout croche, puis l'Impact, ça n'a pas de bon sens comment vous gérez ça. Mais si l'Impact était en train de se protéger en ce moment. Exactement. Donc la protection n'est pas forcément juste par rapport au reste de la MLS, mais par rapport au fait que les intentions de l'Impact, c'est de le garder. Et que si lui, il veut partir, il doit assumer dans son discours qu'il veut partir. Et à ce moment-là, donc là, on revient peut-être sur les adieux. Si il avait dit il y a une semaine et demie qu'il voulait partir, peut-être que le stade aurait eu des feux d'artifice et que l'Impact aurait préparé une cérémonie digne de ce nom par rapport au fait qu'il indique qu'il veut partir. Et c'est pas un secret de polichinelle. Il a toujours dit que jouer sa fin de carrière en Argentine, proche de sa famille, reste comme un objectif de vie. Il n'y a personne qui se serait offusqué, surtout quand même, si à un moment où il y a une ouverture pour un départ de Piatti, c'est bien dans une saison où il joue 10 matchs. Mais tu dis l'Argentine, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça fait 48 heures là, plus que j'essaye de comprendre pourquoi ça part en vrille comme ça, pourquoi l'Impact essaye de capitaliser. Au mois de juillet, si tu voulais aller chercher 100 000, 200 000, 300 000 pour lui, pour moi, ça faisait tout le sens du monde. Oui. Maintenant, ça fait plus de sens parce que je crois pas qu'au 1er janvier, l'Impact veut avoir Nacho Piatti et ses 4 millions sur ses livres comptables. Donc là, pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Pourquoi c'est aussi bizarre puis incohérent entre ce qui a été dit et ce qui se passe? Et là, moi, je me dis, est-ce qu'on fait un petit peu trop confiance à Nacho Piatti? Est-ce qu'on fait... Et c'est peut-être pas Piatti lui-même, c'est peut-être son agent, mais pourquoi pas juste dire « Oui, moi, je veux m'en aller en Argentine. » L'Impact qui paraît bien et qui dit « Vous savez quoi, on va pas demander une scène à ce gars-là. Tout ce qu'il a fait pour nous au fil des ans, on le laisse partir. » Non, on est en train d'utiliser... Non, mais c'est clair. Et sachant... la relation privilégiée qu'il avait avec Nick DeSantis, c'était une relation très, très particulière. Et je pense qu'il faut vraiment rentrer ça dans l'équation. Exactement. Pourquoi? Parce que là, on réalise aussi mais qu'il n'a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de discussion entre Nacho Piatti et Kevin Gilmour. Si c'est le jour même du bilan, donc à 11h30, qu'on dit en fait on a l'intention d'exercer ton option, mais il n'y a pas de discussion. Comment on peut se retrouver, même quand on y réfléchit, comment on peut se retrouver avec, c'est même pas le meilleur employé, c'est le plus gros département, c'est au-delà de ça. Comment on peut se retrouver dans cette situation? Ça n'a aucun sens de la part de l'Impact. Et on revient souvent à ce qui se passe en amont, la proactivité. C'est pas du tout normal. Moi, on va dire anecdote, à ce moment-ci, moi je suis parti parce que comme j'avais la radio à faire, donc quand je pars, je vois arriver les Beaulieu, la dernière vague de joueurs. Et donc, quand je sors du centre Nutrilé, Kevin Gilmour arrive. À ce moment-ci, je me dis, moi je vais rater le moment où ils vont faire une cérémonie pour annoncer le retour de Nacho Piatti. Et tout le monde va serrer la main et puis voilà, bravo, surprise d'être resté jusqu'à la fin. Voici votre cadeau. J'ai été persuadé dans la gestion de cette conférence de presse que tout menait à ce qu'à la fin, Nacho Piatti nous dise en route vers la finale de la Ligue des Champions, et avec un Kevin Gilmour à côté, avec un Olivier Renard, et que cette image forte aurait été celle qui aurait été véhiculée. J'arrive à la station, puis on me dit Nacho est parti.
Je dis, attends, vous me niaisez parce que vous savez que j'étais Ouais. dans la voiture. Non, non, Nacho est parti. Je dis, mais voyons, il est parti où? Et ils ont gardé l'option. Mais tu vois ce qui s'est passé avec Kevin Gilmore. Et là, je spécule, j'ai pas d'informations là-dessus, mais Kevin Gilmore, sachant qu'il n'y a pas de bureau à l'Impact, au Centre Nutrilait, et que tu vas pas rester derrière les caméras en arrière des journalistes, parce que là, tout le monde dirait, écoute, tant qu'à être là, viens ici nous parler. Tu sais, tu peux pas te pointer. Tu es probablement dans ses bureaux au Stade Saputo. Là, il y a un coup de fil ou un texto qui rentre. Nacho est parti. Viens-t'en. Puis il s'en vient. C'est ça qui est arrivé. Ben, effectivement, c'est pas mon scénario de rêve qui est arrivé. Non, Sidney Fowo et ses contes fantastiques, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On enchaîne juste pour conclure sur le dossier Piatti. Dr Foot qui nous demande compter encore sur Piatti pour 2020 à ce stade-ci. Est-ce que ce serait un recul pour le club d'un point de vue sportif? C'est une excellente question de Dr Foot. Je pense que la réponse plate est oui. Je pense que c'est le meilleur moment d'ouvrir un nouveau cycle. Ma réponse est très teintée par la présence avec la Ligue des Champions. Mais effectivement, je pense que l'Impact aurait dû fermer le livre et laisser avec Olivier Renard et le cap salarial ces 2 mois et demi pour chercher les différentes solutions. Mais c'est ça le plan de toute façon, Sid. Ils n'ont jamais l'intention de le signer. Ils disent qu'ils vont le faire. Mais moi, je pense qu'Olivier Renard, là, ce 4 millions-là, il est dans sa banque. Là. Il est dans son chéquier. Il n'est pas dans celui avec le nom de Nacho Piatti ou son agent mis en haut. Là. Ils n'ont jamais eu l'intention de signer Piatti pour l'année prochaine. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand on va nous expliquer pourquoi ils ont tenu à envoyer un message aussi fort à l'époque. Parce que souviens-toi, au mois de juillet, Kevin Gilmore avait dit s'il y a des clubs argentins qui sont intéressés pour vrai, qui sont vraiment sérieux, qui nous appellent. C'était ça son message à Gilmore à ce moment-là. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment? Ouais, je pense que au niveau de l'impact, des business de l'impact, je pense que l'arrivée de Olivier Renard, c'est encore une belle preuve que c'est essentiel sur la gestion de ces dossiers-là. Parce qu'effectivement, je me souviens de ces propos de Kevin Gilmore, mais soyons sérieux 2 secondes. Piatti, San Lorenzo est un bon club, mais c'est pas un gros club, n'ont pas des budgets. Ils sont dans une logique où il viendra faire sa dernière année, et puis ce sera genre un tour d'honneur, etc. Ils sont pas dans une logique d'investir, de casser la tirelire pour Nacho Piatti, aussi bon qu'il soit. Donc, soit l'impact est cheap, puis essaye de capitaliser sur un 200 000, un 300 000 qui vaut pas la peine, ou il y a une autre raison. Tu es en train de te protéger contre quelque chose. Ouais, c'est vrai. Contre la Ligue ou pour ton image au niveau des partisans, on doit aussi le mettre dans l'équation. Beaucoup disent aussi que si Piatti ne revienne pas, il ne renouvelle pas. Après... non, mais ça, à un moment donné, tu vas toujours être en otage de ces commentaires-là des supporters jusqu'au jour où tu dégages ta star pour aller en chercher une autre. Oui, mais tant que tu n'as pas de plan B ou tu n'affiches pas une vision claire, parce que c'est ça le truc. Non, mais t'en as pas. C'est en 2022, Sid, qu'on va vraiment voir, même l'année prochaine, là, à moins que tu ailles signer une star de toutes les stars, c'est pas là que tu vas dépasser les 10 000 détenteurs de billets de saison. Non, je comprends, là, mais on est comme dans une réflexion où tu perds 200 détenteurs, t'en gagnes 400, t'en perds 200. C'est pas ça. C'est sur la durée où les gens vont acheter ton projet, vont acheter le fait que ça s'en va dans la bonne direction. Puis là, moi, je pense qu'il y a 2 semaines, avoir dit que Nacho Piatti s'en allait, faire des adieux qui ont de la dure et dire Olivier Renard a un gros budget avec lequel travailler pour construire son équipe, à mon sens, ça aurait été se diriger dans la bonne direction. Exactement. Alors que là, tu te dis, pourquoi vous exercez cette option-là? Qu'est-ce qui se passe? Lui nous dit qu'il veut rester. 4 jours après, il est fâché puis il s'en va en claquant la porte, parle pas aux médias. C'est tout à fait incompréhensible et c'est ça qui fait mal. Et c'est exactement là où je m'en venais. Donc, au niveau du plan B, c'est pas forcément un joueur, mais c'est un projet. Et ce projet-là, avec Olivier Renard, avec ce qu'il a communiqué avec les médias, c'était la meilleure façon d'aborder un renouveau de l'Impact de Montréal, qui est très différent de l'ère instaurée par Joey Saputo, qui était aussi il faut absolument qu'on ait un joueur désigné qui vous fasse venir au stade. Juste la présence du joueur désigné et pas d'un projet. Parce que comme Divayo Nesta, Divayo Drogba, c'était dans l'idée de... Comme il y a ce gros joueur qui est là, vous allez venir. Quel que soit le projet de jeu, quelle que soit la présence d'une équipe réserve ou pas, quel que soit qu'est-ce qu'on veut être en tant que club dans le marché sportif montréalais, non, ce joueur-là, il est là. Donc là, je pense qu'il y a une opportunité manquée, et encore une fois, c'est très caractéristique de l'Impact de Montréal, une opportunité manquée de dire
Écoutez, ben voilà, merci Nacho pour tout. Puis maintenant, on va passer à autre chose. Et 2 mois et demi, comme Olivier Renard l'a dit, c'est largement suffisant pour préparer une équipe et même la Ligue des Champions. Et c'est pas comme si tu avais le dossier Nacho Piatti à régler parce que tous les autres l'étaient. Zachary Brault-Guillard qui envoie une flèche à Juninho, Balou qui revient sur le fait qu'il a encore 20 ans, Diop qui a l'air pas certain, je reste pas. On m'a offert une opportunité d'ouvrir une porte, mais j'ai besoin de discussions supplémentaires pour être convaincu qu'il y aura potentiellement des minutes à prendre l'an prochain. Daniel Lovitz qui est déjà dans un avion pour partir avec les États-Unis et qui a probablement passé ses dernières minutes avec l'Impact de Montréal. Ça commence à faire une liste qui a de l'allure. Puis j'ai même pas parlé de Samuel Piette, tu l'as dit, qui est en équipe nationale, pour qui on a une option en vue de l'an prochain. Donc tu peux acheter encore un peu de temps, mais ça n'est un autre dossier. Si Nacho Piatti est parti, si Evan Bush a sa position pas en danger, mais il y a une vraie compétition qui s'installe, son statut change un peu à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que le brassard de capitaine va de facto à un gars comme Samuel Piette? Pas parce que ça devient le meilleur joueur de l'équipe, mais parce que ça devient le représentant, le porte-étendard de cette équipe-là. Ça, c'est tous des dossiers qu'il faut décider. Olivier Renard, là, c'est quelqu'un qui peut aller y acheter des wake-up ou quelque chose. Il ne dormira pas beaucoup jusqu'au mois de février, lui, là. Déjà qu'il est en train de lire les règlements de la MLS. Non, ça, c'est Vassili. Lui, il s'assoit puis il les écoute de Vassili. mais exactement pourquoi, là, à ce moment-là, le 48 heures de délai entre la fin de saison et le bilan me dérange. Parce que ça, c'est très récurrent sur le fait qu'il y a des absences de réponse. Les joueurs n'ont pas rencontré suffisamment la direction, ne savent pas vraiment ce qui se passe et on arrive à des volontés, des intentions, des non-dits, des frustrations, et que par exemple, comme je prends le cas de Diop, qui lui a un peu parlé, a indiqué qu'il voulait rester, déjà ma grande surprise quand même, donc, comme qui a indiqué qu'il voulait rester à l'Impact de Montréal, qu'il a un peu parlé sans avoir de garantie, et qui souhaite avoir une concurrence, et on lui a quand même fait comprendre qu'il y aurait une forme de concurrence. Mais d'autre côté, on a Evan Bush qui juste avant lui nous dit, oui, une concurrence, très bien, mais il ne faut pas non plus que ça crée des tensions dans les vestiaires. Mais c'est quel genre de concurrence que tu souhaites, Ivan? Là, on a un exemple flagrant que... Mais vous n'allez pas à vous parler vous deux, mais la vision de la hiérarchie des gardiens, elle n'a pas du tout été établie. Et que selon moi, si ce n'est pas établi... Tu veux dire pour l'an prochain? Parce qu'elle était établie clairement ces dernières années. Maintenant, je pense que le constat qu'on fait, c'est que c'est peut-être pas une façon d'établir la hiérarchie qui est la plus productive pour que tout le monde offre les meilleurs résultats possibles. Exactement. Et que sans cette clarification au niveau de la hiérarchie, c'est impossible que Clément Diop reste. Non, on est donc, d'accord. on est en situation, on a Zachary Brault-Guillard comme Lyon, c'est une crise jamais vue depuis 10 ans. Donc si Juninho ne répond... Mais Zachary Brault-Guillard qui dit mes agents essayent d'avoir... Puis je comprends là, que lui, là, c'est un dossier mineur dans un club qui en a tellement d'autres plus importants à gérer. Mais j'ai adoré ça. D'entendre Zachary Brault-Guillard qui se prend pas pour un 7-up flat puis qui dit moi mes agents essayent d'avoir des réponses mais Juninho répond pas. C'est assez fort. C'est extraordinaire. Oui. Puis à ce moment-là, je me rappelle qu'effectivement, il est en prêt de Lyon et je me dis ah oui, Lyon, le club français, le numéro 2 qui est en pleine crise. Effectivement, ce joueur est un joueur de Lyon. Donc, et puis, on a Balou qui ne sait pas trop au niveau de Barcelone B. Qu'est-ce que tu as pensé des réponses? Moi, personnellement, là, j'ai été déçu des réponses de Balou en contraste avec d'autres qui ont le même âge que lui, qui ont donné des réponses beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus riche dans l'introspection que ces gars-là ont présenté. Mathieu Choignard, entre autres. Oui, tout à fait. Oui, déçu de un peu... Plus globalement, je veux dire, l'attitude, le comportement, le rapport avec les médias. Je comprends que ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie à Balou, on ne va pas se cacher, mais je crois que c'est des occasions sur lesquelles il peut changer la perception qu'on a. Et là, il renforce l'idée que voilà... C'est des excuses. C'est des excuses. J'avais pas joué depuis 6 mois. Quand on lui demande... Tu sais, une question toute simple que je lui ai posée, puis pour moi, c'est une question ballon de plage. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as constaté avec le conflit que tu as eu hors terrain ou les problèmes que tu as eu hors terrain avec le club ou l'entraîneur? C'est pas compliqué si tu as réfléchi pour vrai. Et c'est peut-être ça le constat, c'est que Balou n'a pas réfléchi depuis ce temps-là. Je le sais pas, mais quand tu as quelqu'un qui dit « ben vous savez, je fais mes erreurs, je les assume, puis il faut pas oublier, des fois les gens ont tendance à oublier que j'ai 20 ans. » Mais quand tu as Mathieu Choignard à côté, à qui tu demandes « qu'est-ce que tu as amélioré dans ton jeu? » puis qui te regarde direct dans les yeux et il dit « il faut que je muscle mon jeu, que je perde moins de duels puis que je sois plus tranchant en tir offensif. » Tu as deux gars là,
qui réfléchissent pas de la même manière sur leur propre jeu ou leur propre comportement. T'en as un qui est rempli d'excuses, puis l'autre qui est sur ce que lui doit travailler pour s'améliorer. C'est deux mondes, là. T'en as un qui appartient au Barça. Je comprends, mais pour combien de temps, Balou? Réveille, là. Non, c'est effectivement. Et puis, ce qui était un peu regrettable, c'est que j'ai pas eu plus l'impression que son passage en Europe, ben, qu'il a gagné en épaisseur grâce à ce passage-là. Et ça peut encore être une star énorme à Montréal, Balou. J'en oui, suis convaincu. tout à fait. Il faut que la Switch, faut qu'il arrive dans vingtaine. Là. Non, exactement. Non, c'est un garçon qui pétrit de talent. Ça, sur ça, moi, c'est indiscutable. Dans sa communication, je pense que voilà, il y a une forme de maturité à aller chercher. Et un peu comme, par exemple, Jackson Hamel, ben, j'ai beaucoup apprécié ses réponses et j'ai beaucoup apprécié. C'est intéressant ça. Vas-y. Pourquoi? J'ai apprécié les messages qu'il a envoyés sur le fait que effectivement, c'est pas, il n'est pas dans des conditions de travail qui étaient faciles avec Rémi Garde. Et c'était important de le rappeler et d'avoir son ressenti parce que quand j'y réfléchis, Jackson a quand même très peu parlé, si ce n'est même pas parlé genre, comme cette année, en tout cas pas que je me souvienne. Et donc justement, il faisait profil bas et il travaillait, il essayait de se prouver. Quand il rentrait, ben, statistiquement, il faisait des différences. On peut aimer ou pas aimer son style ou penser qu'il faut qu'il soit sur le banc pour produire. Ok, mais il faisait ce qu'il avait à faire professionnellement. Et puis là, il a profité de l'occasion pour dire son ressenti, qui est que ben, j'ai l'impression de travailler contre un mur. Puis c'est vrai qu'il travaille contre un mur. C'est même pas une impression, c'est vrai. Ça peut pas être une excuse, par contre, pour lever le pied. Exactement. Et c'est là où ça va être intéressant de voir l'an prochain pour Jackson, parce que là, même à l'époque de Biello, on n'ouvrait pas la porte. Après ça, il a dit « Moi, je vais être numéro 1 ». Puis tout le monde a ri un peu en 2017. Ben, au final, ça avait débloqué un peu. Mais là, ça fait trop souvent, à mon sens, qu'on entend le club m'ouvrait pas la porte, tel entraîneur m'aimait pas. OK, mais là, c'est un autre entraîneur qui débarque avec un autre directeur sportif qui n'a pas d'historique avec l'Impact de Montréal, qui fait les mêmes constats l'année prochaine. Le dénominateur commun dans tout ça, ça va avoir été Jackson. Oui. Et c'est là où ça va être important pour lui de ne pas utiliser ça comme excuse et d'arriver la pédale dans le tapis pour la Ligue des champions. Et puis, au niveau de Wilmer Cabrera, il semblait dire que la relation était beaucoup plus saine et qu'il se savait dans les plans et ça a duré un match. Non, c'est certain que ce sera sur la durée qu'on va analyser ça, mais ce que j'ai aimé, c'est simplement, comme j'ai aimé la maturité dans son discours, et là, en fait, je le pose à celui de Balou. J'aurais préféré que voilà, quand même un peu plus amende honorable sur ce qu'il a fait, la façon aussi genre, de rigoler sur l'incident. Moi, je l'ai dit en podcast, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Donc, je veux dire, bon, c'est grave. Si c'est des retards, il n'y a pas non plus mort d'homme. C'est d'un point de vue professionnel, on ne veut pas que les... Non, mais c'est suffisant pour que tu ne sois pas dans les 18 pendant des matchs et des matchs. Mais je pense, non, mais simplement que c'est quelque chose que, lorsque tu dis assumer, sa réponse est il n'y a personne qui le sait, et puis c'est une réponse qui était trop d'un jeune qui ne semble pas prendre conscience que sa carrière est en jeu. Ben oui. Tout à fait d'accord avec toi. Orji Okonkwo, MVP qui se pointe avec un maillot qui aura servi à rien finalement parce qu'avec tout le brouhaha autour de Nacho Piatti, à la fin, on n'a jamais, en tout cas, à moins qu'on soit revenu après, on n'a jamais pris la fameuse photo avec le trophée Giuseppe Saputo pour lui donner. Puis Okonkwo qui débarque en disant, ben vous savez, moi, je me suis juste senti bien les 3 derniers mois. C'est quand même extraordinaire. Et à plusieurs reprises, je ne peux pas m'adapter à cette ligue. Donc c'était dit... Pourquoi ce gars-là est MVP en partant? Saphir Taider est le meilleur marqueur puis le meilleur passeur. Pour la même raison que Laurent Simon n'a pas été joueur défensif. Pour la même raison quelqu'un qui ne l'aime pas dans la place? Pour la même raison que Didier Drogba, quand il a tout cassé en fin de saison, il n'a pas été joueur MVP. Il y a une forme de politisation de ce trophée qui fait que, avec le recul, on n'a pas nécessairement une bonne lecture des performances de l'année et qui ne reflète pas... Taider n'a pas été parfait, là. Mais écoute, meilleur marqueur, meilleur passeur. Il y a eu des moments où il a été très bon quand lui seul portait l'équipe, souviens-toi, avant la trêve internationale. Puis Okonkwo. Non, mais c'est déjà, bon, je pense que comme le défaut... Est-ce que c'est bien le MVP, ce trophée-là? Meilleur joueur de l'année, c'est pas le meilleur joueur offensif. Non. Bon, déjà, le défaut de ce trophée, c'est de ne pas regarder un peu plus loin que la ligne des milieux et des attaquants, parce que je pense qu'à ce moment-ci, il serait donné plus de latitude au niveau de Piet ou de Sagna pour ce trophée-là. Donc, mais encore une fois, on est dans des choix un peu... Mais même si c'était le joueur offensif,
Il est meilleur marqueur, meilleur passeur. C'est... Ouais. mais je pense que voilà, comme on sait même pas très bien comment ce trophée est décerné. Puis je pense que maintenant, moi, c'est la question que j'ai, c'est qui décide ça, parce que les choix qui sont faits. Et là, je reviens à Wilmer Cabrera. Quand Wilmer Cabrera a parlé de concours, mais il n'a jamais parlé du... Non, la première affaire qu'il a dit, c'est qu'il a besoin d'être plus concentré puis d'être plus constant. Puis les joueurs que tu vas recruter, il faut que ce soit des gars dont tu sais à quoi t'attendre. En gros, il était en train de dire, moi, je recruterai pas Orji Okonkwo. Exactement, comme c'est un discours qui était vraiment pas un discours qui saluait le MVP. Ce bilan-là est extraordinaire. Et pour moi, c'est ça. On est un peu du même niveau que Daniel Dovid, joueur défensif de l'année. C'est voilà, un brave garçon, mais c'est pas. Il faut à un moment donné assumer qu'il y a peut-être des têtes fortes ou des personnes dont on n'a pas forcément toujours aimé l'attitude, mais au niveau des performances, qui sont les raisons pour lesquelles on est là. Faites voter ça par les partisans. Ou faites voter ça par les partisans, puis voilà. Bon. Est-ce que c'est les joueurs? On va essayer de s'informer. Tiens. On va terminer avec une question, Sid. Ouais, vas-y. Si c'est les joueurs. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Si c'est les joueurs qui ont voté au concours, alors là, en tout cas, je peux pas croire non plus. Mais donc, j'aimerais me renseigner sur ça, parce que si c'est les joueurs, c'est fascinant. Là, on est dans des... Waouh! Si c'est les joueurs, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être voté Nacho Piatti juste pour mettre un peu de pression sur la mais il est MVP par défaut, parce qu'on voit comment l'équipe est sans lui. Donc, c'est bon. Ouais, mais ça avait été la même chose avec Daniel Lovitz, joueur défensif de l'année il y a quelques saisons, où il avait dit c'est comme être voté le plus grand d'une ligne de nains. Ça veut pas dire que tu es particulièrement... tu te démarques vraiment des autres. Éric Michaud, on termine avec sa question. Croyez-vous que l'Impact arrivera à bâtir une équipe compétitive à temps pour la Ligue des champions? Oui, compétitif, je reviens à ce que j'ai dit, comme c'est quoi les objectifs? Aller en finale, oubliez ça, mais compétitif... Oubliez ça? Oui, oubliez ça. On aurait dit quoi? Faudrait ressortir, là. En 2014, on disait quoi? C'était une saison catastrophique. J'avoue que Laurent Simon n'existait pas, Victor Cabrera n'existait pas, Bakary Soumaré n'était pas arrivé. C'était toute la vague de gars qui sont débarqués. Nigel Reo-Coker. C'est vrai, mais je pense qu'en début 2015, il n'y a personne qui se projetait jusqu'à la finale. Là, maintenant, la finale est un précédent. Et donc, beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent de Ligue des Champions, se projettent jusqu'à avril. Donc, on parle qu'avril, qui serait ou fin mars, qui serait la date de la finale. Mais ça va pas arriver. On peut faire un match contre l'équipe du pot 2 là, qu'on va sûrement éliminer. Mais après, le prochain match sera contre une équipe mexicaine ou contre une équipe MLS peut-être plus rodée que l'Impact. Et à ce moment-ci, si l'Impact est éliminé, ce ne sera pas non plus une grande surprise. Est-ce que Cabrera revient? Lequel? Wilmer. J'essaie d'éviter la question. Non, il faut pas qu'il revienne. Victor, on peut pas le savoir, il parle pas en conférence de presse. Mais ça fait partie de ce bilan à côté de la plaque. Ça fait 5 ans que Victor Cabrera est là. Soit on assume qu'il veut pas parler espagnol, à ce moment-là, on lui met un traducteur, un interprète à côté. Mais attends, il parle anglais, le gars. Ou soit il parle anglais comme... embraye. Merci. Il y a personne qui va se plaindre. Maxi Urruti, il parle pas le meilleur anglais. Mais tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Tout le monde va lui donner un break aussi en bon français. Oui. Si on se dit, peut-être que là, on a mal interprété, mais tu parles pas, puis tu dis non, moi je réponds pas. Oui, ça, moi j'ai rien compris à cette situation, parce que comme Dave Lévesque affirme, mais qui parle très bien anglais. Donc à ce moment-ci, on est dans une situation où il refuse de se plier à l'exercice. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé au niveau de Victor Cabrera. Et puis je revenir sur... Pourquoi il n'y a pas de meeting avec ces gars-là avant pour leur dire, voici comment... Un texto, là, ils doivent être dans un groupe WhatsApp, là, voici les 3 règles. 1, pointe-toi, ça c'est pour Nacho. 2, habille-toi comme du monde. Ouais, ça, il y en a plusieurs qui sont sur la liste. Puis 3, faut que tu répondes. Tu sais, je veux dire, c'est pas la liste la plus complexe de règles à suivre. Non. Mais je veux finir. Rudy Camacho, habille-toi comme du monde. Écoute, je veux son chandail. Tu te présentes, ça fait 3 ans de suite que l'Impact fait pas les séries éliminatoires. C'est supposé de se faire dans la sobriété. Il se présente avec un chandail, un hoodie fluo, avec Hardcore Pleasure. Ouais. On va finir là-dessus. Moi, c'est extraordinaire. Tiens, si vous voulez faire des hoodies, passez la commande à Rudy Camacho. Sydney, merci. Ça a été un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Loin de Sans Foot. D'ici là, vous pouvez consulter le contenu sur la rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.